Imo-Story, en partenariat avec JD2M, votre expert en fiscalité dédié à la location meublée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Imo-Story. Imo-Story, je vous rappelle que c'est le seul podcast immobilier qui traite des parcours de vie des gens qui font l'immobilier. Alors aujourd'hui, ce podcast est sponsorisé par JD2M. JD2M, c'est surtout l'expert en fiscalité dédié à la location meublée. Économisez sur vos impôts locatifs grâce au régime réel. JD2M vous accompagne dans votre déclaration de revenus LMNP. JD2M, surtout, c'est une plateforme, c'est une solution en ligne fiable et accessible avec déjà plus de 45 000 propriétaires. Ça n'attend que vous, surtout si vous avez des projets locatifs demain à défiscaliser. Aujourd'hui, on reçoit Marianne, la star du droit immobilier à Paris. Une jeune femme pétillante, brillante. Marianne, bonjour. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'accueillir. Quel est ton métier ? Alors je suis avocate associée en droit immobilier au sein du cabinet que j'ai créé avec mon associé il y a 4 ans. Ça y est, on ne plaisante plus, on est avec une avocate. Tu n'as pas mis ta robe ? Je n'ai pas mis ma robe car tu veux pas plaider aujourd'hui ? Audience. Voilà. Non. Bon, on s'arrêtera en fonction de ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, parce que tu as quand même un métier où on ne peut pas s'exprimer totalement. Je me trompe pas. Exactement, on a une déontologie à respecter. Exactement. Marianne, on va aborder plusieurs sujets. On va pas évoquer ton parcours depuis 18 ans parce que je pense qu'on est quand même sur un parcours classique avec des études de droit. Tout à fait. Le barreau. Tout à fait. Par contre, la question derrière, c'est pourquoi le droit immobilier ? Alors je pense que le droit immobilier c'est venu au fur et à mesure parce que c'était pas forcément quand j'ai commencé la fac je me suis tout de suite dit je vais faire du droit immobilier. Oui. C'est pas... Voilà, j'ai commencé avec un parcours classique parce que j'ai fait vraiment droit privé général jusqu'au master 1 à la Sorbonne. D'accord. Et puis en master 2 je me suis spécialisée en droit patrimonial approfondi, ce qui avait quand même plus une connotation droit immobilier. Tu avais déjà eu quelques appétences lors de premiers cours. Exactement. Certaines options que tu as prises. Oui, et puis surtout, j'avais eu une expérience justement chez un agent immobilier. Ah oui ? En stage. Et lui, il était vraiment spécialisé sur la location de courte durée. D'accord. Ce qui, à l'époque, puisque c'était il y a quand même un petit temps, était assez novateur à ce moment-là. Et Airbnb, il y a 10 ans, il n'y en avait quand même pas beaucoup. C'est ça. Ouais. Et comme c'était quelqu'un qui avait une formation juridique, il s'était tout de suite intéressé à la régularisation de la situation, éventuellement les réglementations qui pourraient avoir lieu au sein de la mairie de Paris notamment, puisque c'était principalement son secteur d'activité. Et donc tout ça m'avait inspiré, m'avait permis de faire un master 2 avec un mémoire. Et justement, le sujet de mon mémoire, c'était le droit de propriété et la réglementation des meublés touristiques de courte durée. Généralement, les avocats sont issus d'une famille où il y a au moins un avocat dans la famille. Eh bien, exception qui confirme la règle. Le médecin, généralement, il y a toujours un médecin par an. Eh bien, mon père est médecin, mais pas T'aurais dû faire médecine, en fait. Voilà. Non, tu t'es posé la question ? J'ai fait 1 an de médecine. Et je me suis posé la question, oui, non, puisque en fait, je me suis tout simplement rendu compte, j'avais un parcours scientifique et voilà, mais je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout la perspective du métier. Ah oui. Voilà, de médecin. Quoi, d'analyser les gens, de savoir qu'ils sont malades. Alors le côté, oui, le côté. La maladie peut-être. Alors c'est bizarre, mais c'est presque l'environnement de l'hôpital, l'odeur, les tenues. Côté un peu lugubre. Tu vas pas me dire que les tribunaux sont pas lugubres. Hein. Ah bah je trouve pas du tout, tu vois. Ah ouais ? Ouais, bah tu vois, c'est marrant. Comme quoi ça dépend vraiment de ta perception. Voilà. Je les vois poussiéreux, alors bon, je vais pas non plus à Porte de Clichy tous les jours. Bah non, je trouve que c'est marrant, moi je trouve ça très, pas du tout. Dans les films, les séries, tout ça, c'est toujours avec du bois. Bah tu vois, le nouveau tribunal, c'est hyper joli, c'est très lumineux, les salles d'audience sont très confortables. Enfin, moi ça me transmet pas du tout quelque chose de lugubre, au contraire. D'accord. Ce métier, il y a beaucoup de rédactionnel. Ouais. Le parrain de mon fils est avocat. Il a des compétences, et dis-moi si tu as les mêmes, en tout cas la même analyse.
de capacité à lire des textes de manière très vite et surtout à les comprendre. C'est vraiment un exercice, une gymnastique intellectuelle qui est insoupçonnée chez les avocats. C'est votre capacité. Dis-moi si je me trompe. Ouais, C'est ça ? si, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est aussi ce à quoi te préparent tes années d'études, dans le sens où tu as quand même des cours assez longs avec une documentation à la fois jurisprudentielle, les codes, les ouvrages, etc., qui est quand même assez importante. Et donc, il faut forcément que tu sois en capacité d'ingurgiter, si je peux utiliser ce terme, C'est assez ça. rapidement ce genre de choses. Après, je lis beaucoup aussi dans la vie privée, donc ça entraîne... T'as pas voulu faire L ? non, pas du tout. Pour le coup, j'avais quand même un côté scientifique et D'accord. que je trouve est très présent dans le droit finalement, parce que Ah oui ? pour moi, j'ai toujours vu ça comme un côté un peu, enfin, simplement sur la technique juridique, j'entends, assez équation mathématique finalement. Ah bon ? Tu as une situation, tu as des D'accord. règles de droit, de la jurisprudence, de la doctrine, Ouais. et comment cette situation, ou plutôt cette règle de droit, s'applique à cette situation, et après tu as la conclusion. Ouais. Donc, Moi, pour moi, je le vois comme un puzzle, moi. aussi, tu vois, mais c'est donc un puzzle, ça a aussi une dimension un peu scientifique ou logique en tout cas. Je repars sur mon pote, mais ça me permet d'avoir un benchmark avec toi. Je l'ai vu travailler comme jamais, enfin comme tous Ouais. les avocats. Vous avez une capacité de travail folle. Vous travaillez 15 heures par jour, voire plus, surtout quand vous êtes stagiaire. Le week-end, il n'y en a pas. On a fait 2 ans à Paris ensemble, je l'ai vu qu'une fois. Pour te dire Ah oui. tellement qu'il bossait. Je suis jamais dispo, je suis cramé, il est 4 heures du match, je suis encore en lecture. Comment tu as vécu ça et est-ce que ça t'a fait peur ? Alors, encore une fois, je pense que les études permettent aussi d'exercer, tu vois, son entraînement, un peu comme un sportif. Ouais. Après, comment je l'ai vu que justement, j'aurais pas forcément envie de faire ça. Ah. Voilà. J'avais aussi envie d'avoir une vie privée, D'accord. des loisirs, enfin, tout un tas d'autres choses. D'accord. Où forcément quand tu montes ton cabinet au départ les premières années, bien sûr que tu bosses beaucoup et bien sûr que le week-end souvent tu recommences à travailler. Maintenant je dirais que c'est beaucoup moins le cas. Est-ce que tu penses que ta génération et les plus jeunes à venir, est-ce qu'ils ont une approche du métier différente ? Tu sens qu'il y a un décalage avec Surtout ceux la qui ont 20 génération à ans, venir. 10 ans de plus que toi ? Oui, je pense déjà avec Parce que ceux tu qui parles ont- de loisirs. Ouais. Pour moi, c'est incompatible. Enfin, c'est pas que c'est pas incompatible, mais dans l'image que j'ai, je vois pas beaucoup d'avocats dire ce soir je vais me faire un tennis ou un machin, j'ai le temps de prendre une bière avec des potes. C'est marrant, hein, c'est une image que j'en ai. Ouais, je pense que alors t'as raison et c'est vrai. Il y a beaucoup d'avocats qui sont comme ça et il y a de toute façon, je pense, quelque chose avec la génération des avocats qui ont par exemple 10 ou 20 ans de plus que moi. Probablement qu'ils auront typiquement plus le mode de vie que tu viens de C'est ça, décrire, tu c'est vois. ça, ouais. Voilà, après c'est beaucoup un état d'esprit aussi, tu vois, de présentiel, de faire beaucoup d'heures, etc. etc. Peut-être aussi que pour la plupart des avocats, et ça tu vois, tu t'en rends compte aussi quand tu montes ton cabinet, que tu dois plus avoir une casquette un peu de gestionnaire et de rentabilité et tout ça, tu te rends compte qu'en fait il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de process, qui n'ont pas vraiment d'objectifs chiffrés et qui n'ont pas vraiment d'analyse de comment faire pour être rentable et pour pas se retrouver dans une situation où tu travailles tout le temps. Ta force, aussi. c'est de processiser, je pense en tout cas d'avoir- d'apporter un cadre de fonctionnement. Totalement. Je prends un terme français, ça sera plus simple. Oui, totalement, t'as Donc, raison. ta journée aujourd'hui, c'est parce que tu as cette capacité, en tout cas cette approche, d'avoir un cadre de fonctionnement qui se veut un peu peut-être différent des autres, qui te permet d'avoir une approche différente. En tout cas, j'ai un cadre de fonctionnement Ouais, qui permet d'être plus efficace, je pense, et d'accord. plus rentable. Tu penses que les femmes sont plus efficaces que les hommes ? Je sais pas du tout. J'ai Dans pas autour de beaucoup toi, t'as d'avis. pas cette sensation Non, dans ton je métier, dirais hein. même que parfois, il y a, en tout cas, peut-être dans le discours, il y a moins de femmes qui s'autorisent à être justement sur cette recherche de rentabilité-là et qui vont être peut-être dans le côté qui mettent beaucoup d'humain dans leur relation client, ce que je fais aussi par ailleurs, tu vois, mais qui du coup vont peut-être Ce qui est rare. Hein. oublier un petit peu le côté il faut quand même que je sois rémunéré pour ce que je fais, tu vois. Que... Tu peux pas prendre un dossier, être au forfait, y passer
énormément de temps et pouvoir en permanence répondre. T'oublies pas que 1 heure, c'est 1 heure, quoi. En tout cas, vulgarise les choses, mais c'est un peu ça, finalement. J'oublie pas que, in fine, si tu veux délivrer du travail de qualité, il faut que ce soit aussi possible pour toi d'en vivre. Bien sûr. Sinon, tu vas prendre beaucoup de volume. Ouais. Soit tu as plusieurs personnes où tu fais tout le temps la même chose qui te permet de faire énormément de volume, soit si tu fais plutôt un accompagnement de dossier un peu plus sur mesure, si je puis utiliser ce terme, tu vois, en fait, il faut que ce soit rentable pour toi. Tu as des clients qui t'ont pris un temps fou que tu n'avais pas anticipé, justement? Il y a des dossiers qui m'ont pris beaucoup de temps et ça, tu l'anticipes pas forcément, surtout au tout début quand tu montes ton cabinet parce que précisément, on t'a pas du tout formé quand tu étais collaborateur dans un cabinet d'affaires à avoir une notion de quels sont tes honoraires, comment tu factures, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement financier à ton client, etc. Et ça, malheureusement, il y a quand même un temps incompressible d'acquisition d'expérience, parfois un petit peu douloureuse, pour pouvoir arriver à une formule qui est beaucoup plus efficace. Tu vois. On oublie qu'il y a la TVA, qu'il y a l'URSSAF, qu'il y a l'impôt sur la l'URSSAF société. surtout. Ah oui, il t'oublie pas, mais oui. L'impôt sur la société ou le revenu, il ne faut pas non plus l'oublier. Hein. Ouais, il y a un petit 15% qui passe par là. Moi, je l'oublie pas quand même. Parce qu'on est assujettis quasiment au même fonctionnement tous les deux. On reste des professions libérales, même si je suis agent commercial. Cette envie d'avoir ta propre boîte a été venue comment? Parce que tu es jeune, quoi. On a l'impression que tu as 26, tu as 34. Hein. Oui, pas la peine. Mais cette envie de te libérer, alors tu vas chercher l'expérience, j'imagine, c'est un peu le fonctionnement et derrière tu te libères pour créer ta boîte. C'est quoi l'inspiration? Je pense que au départ, j'ai fait le parcours classique. J'ai été embauchée dans mon cabinet où j'ai fait mon stage final. Quand ça peut se passer comme ça. Après, j'ai fait du coup 2 cabinets d'affaires, dont celui dont je viens de parler. Après ça, j'avais envie de voir autre chose que les cabinets d'affaires. Donc j'ai été au ministère de la Justice, j'ai fait de la stratégie immobilière, voilà, dans un département financier. Rien à voir. Là, tu sors de la plaidoirie quand même. Alors je sors de la plaidoirie, mais par contre je sors pas du tout du conseil juridique immobilier. Tu restes dans la technicité. Voilà, et là je faisais beaucoup de beaux commerciaux. D'accord. Et j'avais quand même, tu vois, un aspect justement financier, parce que je suis dans un service financier avec rentabilité, tableau Excel, etc. Tu vois. D'accord. Donc ça t'a permis d'accélérer ta prise de décision, ou en tout cas être averti sur la suite? Oui. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, j'ai quand même fait 7 ans d'études pour être avocate, et c'est quand même un métier qui est que moi je trouve extraordinaire, tu vois. D'accord. Et j'avais l'impression de ne pas être allée au bout de mon expérience, même si j'étais sûre que j'étais allée au bout de mon expérience de collaboratrice, et que j'avais quand même une appétence pour le fait de, justement, de créer une boîte, une fibre un peu plus entrepreneuriale quand même. D'accord. Dans ta famille, il y a des entrepreneurs? Aucun aussi, donc tu vois. Frères, sœurs? 2 sœurs. Et elles font quoi? Alors la première sœur, elle est cadre dans la fonction publique. D'accord. Voilà. Et mon autre sœur a un petit peu plus sa fibre entrepreneuriale puisqu'elle est réalisatrice de podcasts. Elle est aussi autrice. C'est moi. Voilà. Enfin, j'ai une perruque, je t'explique. Elle est aussi réalisatrice. Et elle est aussi écrivaine, pardon. D'accord. Autrice. Et voilà. Donc elle fait un peu plus de choses à son compte. Donc c'est la volonté de te libérer, parce que quand on est en entreprise, on a un cadre. Alors après, c'est pas parce qu'on est en entreprise qu'on est. Quand on est avocat dans une entreprise, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'honoraires et qu'on n'a pas un statut libéral. Il y en a 2. Hein. C'est soit on est salarié, soit on a un autre statut. Toi, tu avais quoi comme statut en entreprise? J'étais en collaboration libérale. D'accord. Donc c'est toi qui faisais payer tes horaires et tu rétribues une partie à ta boîte ou un pourcentage? Non, c'est l'inverse en fait. C'est un associé un associé ou un cabinet qui te donne une rétrocession tous les mois pour travailler sur ces dossiers. Il te donnait des heures. C'est un peu ça? Il me donnait des dossiers et une occupation de temps, si je puis dire. D'accord. Ok. C'est un statut assez bizarre. Donc, oui, ça c'est particulier. Hein, ça c'est particulier. D'ailleurs, avocate, y aller parce que tu as regardé tous les films américains? Ally McBeal, principalement. Ally McBeal? Ah ouais. Je l'ai vu dernièrement. Bon, elle a pris cher quand même. Je reste sur les années Ally McBeal, moi. Tu te lances. T'es une femme. Tu te lances dans un métier où il y a beaucoup d'hommes quand même?
L'immobilier, Ouais. tu juges comme... Parce qu'il y a des promoteurs, il y a des clients pas faciles, il y a les juges, il y a peut-être beaucoup d'hommes encore. Oui. C'est un univers plus masculin que féminin, tu dirais? Alors, on juge pas forcément. Mais globalement. Mais la au sphère dans global, laquelle la tu- sphère immobilière, oui, bien Dans ta que... sphère à toi. Hein. Ouais, dans ma sphère à moi immobilière, oui. Mais c'est quand même... Ça évolue quand même. Ça évolue quand même. Mm. D'accord. Tu lances ta boîte, tu as conscience que tu prends un risque quand même, parce que tu pars sans portefeuille client. Oui, 0. Tu bosses de chez toi Du tout, le bureau. au départ? Ouais. Au départ, même au départ, Mm. tu te prends un bureau? Mm. D'accord. Donc il faut quand même avoir l'air insolite. Donc tu te mets quoi de côté 10, 15, 20 000 euros de côté pour la première année? Non, j'avais moins que ça, mais j'avais un peu de sous de côté. D'accord. Ok, donc tu sais que la notion de confort est importante pour te permettre d'avancer sereinement. Oui. Et tu te dis quoi? Si dans 6 mois ça marche pas, je reviens au pire? Je me suis plutôt dit, parce que les personnes avec qui j'avais parlé au moment de se lancer, tu vois, pour leur poser quelques questions et demander des tips, en gros, ils m'avaient plutôt dit les 3 premières années, c'est super dur. Ouais. Donc je me suis plutôt dit un bilan au bout de 3 ans. D'accord. Ok. Tu t'es spécialisé dans un domaine en droit immobilier. Tu es reconnu pour une particularité. Alors, je fais beaucoup de beaux commerciaux. D'accord. En fait, d'une manière générale, je travaille beaucoup avec les commerçants. D'accord. C'est aussi par Parce qu'ils payent en cash. Alors non, ils payent pas du tout en cash. D'ailleurs, je ne prends pas d'espèces. Mais non, c'est plutôt parce que tout simplement, j'avais des amis dans la restauration. D'accord. Et donc, ça a évidemment été un facilitateur pour construire une clientèle Ouais, je comprends. de ce type de métier-là de restaurateur. Et donc, session de fonds, session de droit au bail, etc. Ouais. Après, je fais aussi pas mal de copropriété. D'accord. Donc, soit pour des syndics, enfin mandatés par les syndics, soit Ouais. par des copropriétaires, des propriétaires. D'accord. Et en fait, on a gagné aussi 4 appels d'offres publics. Donc, j'ai aussi des interlocuteurs T'arrêtes pas. établissements publics ou départements. Tu bosses combien d'heures par jour aujourd'hui? Je dirais que c'est quand même très variable, mais Une journée classique. une journée classique, alors de toute façon, elle est quand même encadrée par le fait que j'ai quand même un enfant. Ben, on va Voilà. y venir parce que moi, En je bas dis femme engagée, Donc, avocate, brillante, jeune, en couple, un gamin, tu fais comment pour gérer tout ça, quoi? Tu fais des journées, encore une fois, efficaces. Voilà, Ouais. tu vois. Mais tu te réveilles tôt avec ton enfant. Là, Et ce puis, matin, c'est quelle heure, là, ce matin, il s'est réveillé à 6h, tu vois. Oh. Donc, bon, voilà, c'était pas le meilleur matin, on va dire. Ouais. Et puis, ensuite, tu commences ta journée nécessairement relativement tôt, puisque tu le déposes. La crèche. Ton compagnon le dépose, voilà, la Ouais. crèche. Donc, tu fais 8h30, 19h, 9h, 19h. C'est plus ton homme, ton mari qui prend le relais? Parce que Euh, t'es quand même t'es quand même un métier. Il y a plusieurs sens dans ma question. C'est un métier que je trouve noble. Mhm. C'est un métier avec une certaine image, plutôt voilà. C'est un métier qu'on ne, comment dire. C'est un métier valorisé. C'est un métier qui représente quelque chose. On se dit que c'est difficile d'être avocat. C'est pas tout le monde ne peut être avocat aujourd'hui. Potentiellement, c'est certains revenus supérieurs à la moyenne française. Est-ce que, à contrario, dans ton couple, c'est l'inverse qui se produit, à savoir que c'est toi qui as plus d'importance aujourd'hui dans ton couple et que ton mari délivre davantage vis-à-vis de ton fils ou ta fille? Alors Ton fils ou ta lui-même, fille? fils. Fils, pardon. Alors lui-même, il est libéral. D'accord. Donc dans tous les cas, il est un peu soumis, tu vois, à la même pression, on va dire, quand même, que moi. D'accord. Et après, maintenant, il a aussi une activité en partie salariée, donc ça change un peu la donne, mais disons qu'on fait vraiment 50-50. D'accord. Vous avez vraiment pris tous les deux par vos activités en part. Oui. Il est dans quel secteur? Kiné. Kiné. Mm. Ah oui, donc oui, effectivement, après, à partir de 18h jusqu'à 20h, il y a beaucoup de boulot, quoi. Mm. Et donc lui, il doit rentrer au moins à 20h30, 21h. Non, parce que, encore une fois, il a une activité salariée en partie, 3 D'accord. jours par semaine, il est D'accord. professeur de kiné. Ouais. Et pour le reste du temps où il est dans son cabinet libéral, Ouais. il essaie de faire en sorte que ce soit compatible avec une soirée et une vie de famille. Ouais. En plus, tu vas au BNI le vendredi. Et le vendredi matin, Ce matin, tu y étais. bien sûr. Bon, alors, 7h15. en même temps, ton fils t'est réveillé à 6h. Mais Dans tous les cas, c'est dans ça. tous les temps, C'est vendredi pour matin, ça que ça je ne crois change c'est- plus grand-chose au final, c'est tu vois. C'est 7h15 ton groupe, quand même. Hein. Oui. C'est loin de chez toi? C'est assez loin, c'est dans le 17e, Et toi, t'es où? 14e.
Ah oui, t'as quand même un bon 40 minutes de métro, là. Ah oui, tu pars tôt. Donc tes journées sont rythmées. Est-ce que tu sens, on parle beaucoup de charge mentale chez les femmes aujourd'hui, en tout cas c'est le sujet qui commence à sortir, on comprend enfin que les femmes ont plus d'engagement quotidien, elles ont 36 sujets en même temps dans la tête. Moi je le vois au quotidien chez ma femme, elle me sort des sujets, à un moment je fais non mais ah oui d'accord, excuse-moi j'avais pas compris. Nous on est basiques les mecs. Ce sujet de charge mentale aujourd'hui, t'arrives à le gérer comment en ton quotidien? T'as de la charge, enfin moi j'ai de la charge mentale dans mon métier parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, t'as beaucoup de pression, de stress. En fait, c'est un métier qui est assez stressant. Stressant par quoi? Déjà par les deadlines qui sont procédurales en partie, et puis juste aussi au niveau de ton engagement avec ton client. Donc gestion des émotions, parce que c'est les sujets durs. Hein. C'est ça. Surtout que l'immobilier, tu arrives quand même sur quelque chose qui est très important pour les gens. D'accord. C'est pas non plus du droit pénal, je veux dire, in fine, il y aura pas une privation de liberté, tu vois. Mais quand même, non, mais potentiellement, malgré tu peux arriver à dormir dehors si. C'est ça, exactement. Et c'est des sujets quand même très intimes aussi. Tu vois, il y a un côté la vie mode d'emploi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est important pour eux de se faire accompagner aussi de ce point de vue-là, tu vois. En préparant notre émission, je t'ai dit préparer 2-3 anecdotes. Est-ce que tu penses qu'il y a une anecdote qui répond un peu à ce que tu vis aujourd'hui? Il y a plusieurs sujets. Après, je pense que justement sur la question de la charge mentale et de l'accompagnement et de ce que ça peut représenter pour les personnes, tu vois, qui s'adressent à toi, j'avais justement une cliente qu'en plus je connais bien avant de m'être installée, tu vois, parce que c'est la maman d'un ami de lycée, qui a voulu vendre son bien en banlieue parisienne, et qui était, tu vois, sur un prix à 1 200 000 €. Et quand elle a voulu faire sa déclaration d'intention d'aliéner, bref, au moment de signer le compromis, la mairie a préempté le bien, tu vois. Et oui, puisque il y a une capacité de préempter les biens. Donc voilà, sauf que à ce moment-là, on te propose un prix, tu vois. Et alors, il était de combien? 720 000 €. Léger trou. Léger petit trou, effectivement. 100 000 € d'écart. Voilà. Sachant que pour la cliente qui vient te voir, tu vois, c'est pas un marchand de biens, c'est pas quelqu'un qui a plein de biens et qui, d'une part, a l'habitude des avocats, des procédures, des honoraires, mais aussi qui a l'habitude de gérer émotionnellement quelque chose qui est son unique bien, sachant que la personne a aussi des revenus pour la retraite qui vont être très faibles et que ce bien-là, elle l'a obtenu dans le cadre d'un divorce par le biais d'une prestation compensatoire. Donc, en gros, c'est toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est du droit immobilier. Voilà. Femme célibataire qui a toute sa vie, tout son argent dans le bien immobilier. C'est ça. Et on est en train de lui dire qu'en fait, elle va pas le vendre 1 200 000 mais 720 000 €. Il se passe quoi après? Il se passe qu'ensuite, on doit essayer d'argumenter en disant non, on le vend ce prix-là, donc c'est-à-dire 1 200 000 €, et ensuite le juge est saisi pour fixer le prix. Tu vois, c'est le juge qui va dire ça vaut tant. Et à ce moment-là, tu vois, tu fais intervenir. La mairie n'a pas le droit au départ de dire non, mais attendez, je me fous de ce que vous allez dire, moi je préempte, je prends. Elle peut pas dire ça. Elle propose un prix. Elle peut pas dire c'est ce prix-là. Elle peut pas dire c'est si ce t'es pas prix-là. d'accord avec le prix, soit tu vends pas, soit tu peux être d'accord avec le prix, ou alors t'es très pressé, ou alors t'as pas forcément. Mais tu peux ne pas être d'accord avec le prix et en face on te dit en fait peu importe votre avis, je le prends quand même. Non, dans ces cas-là, il faut que le juge fixe le prix. D'accord. Tu vois. Okay. Et donc là, on a été en première instance. Le juge a fixé un certain prix. C'était 1 050 000 €. D'accord. Et tu vois, la personne, l'établissement public qui achetait le bien a fait appel de ce prix-là. Donc là, tu arrives où tu dois retourner dans une procédure. Ils n'ont pas suffisamment de biens à préempter à Paris plutôt que de se focaliser sur une personne en particulier. Enfin, c'est dingue. C'est plutôt, si tu veux acquérir ce bien, soit si tu as un projet particulier dessus, etc., mais ça peut pas être non plus au détriment du droit de propriété de quelqu'un. Oui. Tu vois, qui en plus compte énormément dessus. En parallèle, là, c'est pas le côté droit, mais c'est juste le côté moral, tu vois, du truc. Et donc après, c'est reparti pour une procédure, etc., etc. C'est terminé aujourd'hui ou là, on a été fixé à 1 150 000 €. C'est pas mal. Donc c'est très bien. Ouais. Et confiant, pas confiant?
Bah, Je te dis ça. Alors, il y a d'ailleurs, les avocats, ils vont te dire deux réponses différentes. Je ne sais pas, on verra ce qui se passe. 1,5 million, pardon, je crois. Hein. Il y a des avocats qui vont pas se mouiller, qui vont dire potentiellement, effectivement, peut-être qu'on va gagner, mais je m'engage pas. Et d'autres qui sont plutôt en mode non, mais c'est bon, ça va le faire. Toi, t'es comment par rapport à ça? Parce que c'est le résultat, le devoir de résultat, et quelque part, il est recherché chez l'avocat, mais en même temps, c'est pas une évidence. Hein. Ah bah, c'est sûr. Après, là, dans tous les cas, dans le cas de cette personne-là, elle n'a pas le choix de se battre. Donc, tu vois, dans tous les cas, tu mets tout en œuvre pour qu'on ait les meilleurs arguments possibles. Donc, tu prends une expertise avec quelqu'un de sérieux, t'essaies de faire au mieux dans tes conclusions, de plaider au mieux, etc. Mais là, t'es dans une situation où, dans tous les cas, tu dois te défendre. Après, j'étais confiante parce qu'il faut toujours arriver avec, tu vois, un état d'esprit forcément positif et combatif. Au départ de l'histoire, quand elle vient te voir, tu lui dis quoi? C'est faisable? Ça va être compliqué? Ou j'y vais pas? Enfin, c'est quoi ton... C'est pas évident, cette histoire. Je lui dis, c'est faisable, on va tout faire pour. D'accord. Voilà. Après, je lui donne pas un prix. Je lui dis pas, ça va être fixé. Elle a conscience que ça va durer un minimum 3 ans? Elle a conscience que ça va durer quelques temps, mais elle s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait un appel. Parce que l'appel, ça reprojette sur 18 mois derrière encore. C'est ça. L'appel, la différence avec une assignation classique, sachant que l'appel, c'est la deuxième partie potentielle, c'est quoi la différence entre les deux? Bah, je dirais qu'entre les deux, il y a eu à peu près... Alors ça, c'est des affaires particulièrement urgentes. Donc, d'accord. C'est pas forcément représentatif de la lenteur potentielle des procédures. Mais la première procédure, ça a duré, je pense, 1 an et demi, et la deuxième aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que l'appel est jugé par les mêmes gens? Non. Est-ce que le ping-pong entre les deux parties est le même? Est-ce qu'on repart sur un acquis? Est-ce qu'on peut rapporter des pièces complémentaires? C'est en ça que je veux te demander si c'est différent. Alors, c'est pas les mêmes personnes qui jugent, d'ailleurs, c'est pas la même juridiction, puisqu'en première instance, on était devant le tribunal judiciaire de Nanterre et en appel, on était dans la cour d'appel de Versailles. D'accord. Il y a de nouveau le ping-pong entre les parties. D'accord. Tu repars pas non plus à zéro parce que quand tu as une décision de première instance, qui était le cas, qui est relativement bien argumentée, ça te fait une base, toi, en défense, pour pouvoir redire que la juridiction a correctement jugé. Tu vois Là, tu as gagné en première instance, c'est ça? Oui. Et c'est la mairie qui revient et qui dit je vous renvoie en appel. C'est ça. D'accord. Et en appel, donc, vous repartez en gros sur quasiment une base actée que vous allez nourrir avec de nouveaux éléments? Oui, et que la partie adverse essaie aussi d'apporter de nouveaux éléments pour faire fléchir la première décision, sachant que de toute manière, le juré ne sera pas le même, donc on repart sur un état d'esprit revenu à zéro. C'est ça. C'est le juge dans tous les cas. Pardon, le juge, pardon, je suis américain. Le juge, c'est pas le même, il n'a pas connaissance du dossier qui a été traité pendant 2 ans avant. Il a connaissance de la décision et des conclusions des deux parties, des écritures de chaque partie. Ta cliente a la conscience que tu vas lui coûter 5, 10, 15, 20 000 euros sur 3 ans? C'est de l'argent. Hein. Une assignation, c'est 8, 9, 10 000 euros rapidement quand même. Elle a conscience, oui, puisqu'il y a une transparence dans la convention d'honoraires et pour le coup, ça fait partie justement de l'encadrement client, tu vois. Ouais. Donc, elle sait combien ça va lui coûter. Mais c'est pas pour autant que c'est moins impactant pour elle, justement, par rapport à son niveau de revenus, etc. Donc, dans tous les cas, et puis même, en fait, au-delà de cela, c'est un impact aussi dans sa vie personnelle parce que pendant ce temps-là, t'es 3 ans bloqué. C'est horrible. C'est terrible. Tu dis à tes clients, toi, attention, quand on part sur un dossier judiciaire, juridique, je sais pas. Un contentieux. Contentieux, merci. Qu'on est sur un contentieux à moins de 50 000, à moins de 100 000 euros, tu leur dis, attention, là, déjà, ça va coûter pour 20 000 euros de frais d'avocat, qui a peut-être une expert judiciaire qui va vous coûter encore 5 à 10 000 euros, que ça va vous prendre 3 ans potentiellement avec l'appel jusqu'à 5 ans. Et ce que tu dis à ces gens-là, en gros, à moins de 150 000 euros, entre nous, il n'y a aucun intérêt à y aller. Parce que tout le monde pense que
ouais, appelle l'avocat, traite le truc et tout, machin, pour un truc à 1000 balles. Hein. Oui. Tu vois ? Alors, il y a évidemment une balance à faire entre quel est le coût de l'avocat et quel est le gain potentiel. Bien sûr. Étant entendu que c'est potentiel, puisque tu dis jamais à un client, c'est sûr qu'on va gagner, tu vois. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des contentieux qui n'ont pas forcément, comment dire, l'enjeu, c'est pas l'argent, D'accord. tu vois. Ah oui ? C'est souvent le cas dans les copros, D'accord. tu vois. C'est pas, il n'y a pas de gain potentiel derrière. Ah oui ? C'est une tranquillité, c'est, tu vois, par exemple, quand tu as des contentieux pour nuisance, quand tu as des problématiques sur partie commune, partie privative. Parfois, c'est aussi des relations entre les personnes, C'est pas etc. que des procédures liées à un vice caché, ce qu'on peut voir habituellement Non. chez Courbet. Non. Ça peut être des sujets de voisinage. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout post-Covid, par exemple. J'en ai eu, D'accord. tu vois, Ouais. beaucoup, puisqu'on s'était habitué à Tu peux ce qui est- nous illustrer un cas ? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as eu un confinement dans une ville comme Paris, qui est quand même relativement brillante, où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de stimulation, tu vois, sensorielle, quand tu as eu un calme pendant plusieurs mois parce que tu es confiné, tu as reprofité de tout un tas de choses que tu n'as pas forcément dans le quotidien et auxquelles tu as pris goût, notamment dans les copropriétés parisiennes. Tu vois. Et quand l'activité commerciale reprend, quand tu as à nouveau du bruit, du voisinage, etc., eh bien là, il y avait une espèce d'intolérance généralisée pour tout type de bruit, mais en fait, même un bruit normal. Et tout le monde, tu vois, commençait à brandir nuisance sonore, nuisance olfactive. C'est vrai. En fait, les gens ne supportaient plus d'avoir un restaurant en bas, d'avoir, oui, bien sûr, d'avoir, voilà, des activités économiques en bas de chez eux, alors que c'est aussi le propre d'une ville, tu vois, et aussi le propre d'une copropriété, puisque par principe, tu vis avec le d'autres jardin personnes à qui est côté de toi. utilisé pendant le confinement. C'est ça. Et là, tout de suite, voilà. Tu vois. Et, attendez, moi j'y allais tous les jours et maintenant j'ai plus le droit d'y aller. C'est un peu ça. C'est un peu ce type basique, de problématique en fait. Et finalement, il y a un peu de Courbet quand même. Hein. Il y a un peu de Courbet sur la copropriété, c'est vrai. Et en fait, tu te retrouves avec une copropriété qui a signé un bailleur, donc qui était mon client, le bailleur, parce que il ne supportait plus sa preneuse à bail, qui était professeur de danse classique. Et donc il y avait une école de danse classique. D'accord. Et en fait, ça générait dans la copropriété une énorme nuisance, à savoir ils en pouvaient plus d'entendre du Jean-Sébastien Bach, tu vois, toute la journée. Oui. C'était apparemment devenu invivable, ainsi que des commentaires toute la journée, pointés, pliés, etc. Ah bah ouais. Sauf que on part d'une activité qui est quand même globalement de 9-10 heures à 16 heures pour un local commercial. Oui, voilà. Parce qu'en plus c'était dans un local. Commercial. Donc, si en fait tu ne peux pas être en capacité de comprendre que ça c'est pas une nuisance sonore et que du coup tu assignes quelqu'un en face, bah, tu te retrouves dans des médiations où c'est grotesque. Tu vois, on t'explique que ça fait du bruit, que en plus il y a un cimetière à trottinettes dans l'entrée en permanence, etc. Donc ça peut avoir un côté un petit peu loufoque, mais qui dépend pas d'un gain. Tu vois, de somme d'argent. Qui dépend juste d'une potentielle tranquillité. Marianne, on parle beaucoup. Tu te rends compte ou pas? Bien sûr. Ouais. J'adore discuter avec toi. Je t'emmène sur un dernier sujet. L'IA. L'IA, je t'ai appelé il y a 15 jours, 3 semaines. Je t'avais évoqué une petite problématique. Et je t'ai dit, tiens, regarde sur le sujet ce qui m'anime en ce moment, voilà ce que j'ai trouvé. Je t'ai sorti 2 articles. Il s'est trouvé que les articles, en fait, n'existaient pas. De jurisprudence. Ouais, en plus. Comment tu appréhendes l'IA, sachant que tu es quand même sur une génération, toi, tu n'es pas tout à fait la même génération, tu es celle du dessus encore, celle qui va arriver sera encore différente par rapport à la notion d'IA. Comment est-ce que tu appréhendes ce sujet qui révolutionne le quotidien et d'ici 2 ans, ça va être un raz-de-marée, quoi. Mais je l'appréhende bien, dans le sens où ça ne me fait pas du tout peur, au contraire, je trouve que c'est parfaitement utile sur certains aspects. Ouais. Moi, je l'utilise déjà beaucoup.
D'accord. Principalement avec une IA adaptée aux avocats. Il y en a une en particulier. Oui, il y en a une Comment en elle particulier. s'appelle? Elle s'appelle GenIA. Genia, d'accord. Qui est en fait une IA de type moteur de recherche un petit peu pour Lefebvre Dalloz, enfin qui a été faite pour Lefebvre Dalloz, par Lefebvre Dalloz, pardon, D'accord. et qui est à destination des professionnels du droit. Ouais. Je pense que c'est un outil très intéressant parce que tu peux l'utiliser un petit peu, en tout cas c'est la manière dont moi je fonctionne maintenant, comme si tu étais sur Google et que tu avais une question à poser, sauf qu'au lieu d'écumer un certain nombre de pages et d'articles avec des personnes plus ou moins fiables qui l'ont rédigé, ça prend directement dans ses sources les encyclopédies Dalloz et Lefebvre, qui sont déjà... C'est précis quand même. C'est assez précis, ça marche bien, mais c'est une IA, de ce que j'ai compris, je suis pas non plus une spécialiste de l'IA, mais aussi il faut que ça s'entraîne, et faut que au fur et à mesure des questions, etc., que ça s'améliore. Ouais. Là, c'est encore... il y a encore des ratés. Tu l'utilises déjà ou pas? J'utilise déjà beaucoup. Tu l'utilises pour faire quoi? Justement pour poser des questions simples et avoir un aperçu simple. T'as pas des réponses simples, quoi, avec questions simples? Quand tu poses des questions simples, t'as pas la réponse dans ta tête? Alors, c'est plus pour déjà, faire un entonnoir sur un sujet. D'accord. Tu vois, tu pars de la base, tu poses une question simple et ensuite ça te permet d'aller plus dans le détail, etc., etc. D'accord. Tu vois. Et moi, là, je l'utilise comme ça. Ouais. Ça permet aussi d'avoir des références avec justement des jurisprudences ou des articles tout de suite. D'accord. Mais maintenant, comme c'est pas non plus 100% fiable pour le moment, il faut évidemment le regard de quelqu'un qui a l'habitude de traiter la matière pour pouvoir dire ça me paraît bizarre, etc. Et dans tous les cas, il faut une relecture, il faut une revérification de tout ce qui est Est-ce que tu utilises l'IA? Moi, je le fais, hein, je le dis volontairement. Quand je reçois des PV d'AG, je vais sur I Love PDF, paf, je change le PDF, je le mets en COR, je crois que ça s'appelle. Je change le format de mon document, je le mets sur ChatGPT, je lui demande de l'analyser, de me faire soit un résumé court, détaillé ou très long, ce qui me permet de moi de mettre en exergue les problématiques des PV potentiellement et de voir ce qui s'est passé dans les dernières AG et de communiquer à mes clients. Ça marche bien. Toi, est-ce que tu utilises également ça dans le cadre de la lecture de l'ensemble de tes documents? Non. Pas... Je t'ai donné une idée, là. Alors, oui. En fait, finalement, quand tu as l'habitude de faire une matière, tu sais quand même plus facilement quoi regarder, où regarder et ce que tu attends comme réponse. D'accord. Donc, globalement, j'ai pas eu besoin de cette fonctionnalité pour l'instant. D'accord. Prendre un avocat, c'est aussi avoir le gage qui va faire quand même cette analyse lui-même pour pouvoir trouver quelque chose. Tu vois pas un intérêt de productivité sur certains aspects quand même? Si tu peux gagner 1 heure par jour. Écoute, si tu peux gagner 1 heure par jour, peut-être que je ne ferai pas suffisamment confiance à l'IA pour ce type d'analyse. Sur d'autres aspects de ta journée? Sur d'autres aspects de ma journée, pour l'instant, c'est à peu près la seule IA que j'utilise, c'est celle de Lefebvre Dalloz. D'accord. Mais après, c'est peut-être aussi parce que je ne connais pas encore assez bien l'étendue, tu vois, de l'IA, notamment dans la gestion courante d'un cabinet. Et toi, dans ton quotidien en tant que personne, tu utilises Chat ou d'autres? Oui, par contre, oui. Ah oui? Totalement. Tu poses quoi comme question? Par exemple... La dernière d'hier, par exemple? Voilà, c'était je veux partir à telle date avec un enfant de tel âge. Ah ouais? Voilà. T'organises tes vacances dessus? C'est ça. Et alors? Écoute, pour l'instant, c'est les Canaries, apparemment. Ah oui? En fonction de la date, etc. Tu veux partir à Noël? C'est ça. Rechercher 20-22 degrés, quoi. C'est ça. Pas trop loin, pas trop de décalage horaire. Exactement. Ouais. Alors après, tu vois, tu me l'aurais répondu. Tous les parents se posent la question. Oui, mais voilà. Peut-être parce que justement, tu as déjà écumé, tu vois, l'expérience. Je te ferai payer ma facture d'honoraires par l'expérience. C'est ça. Comment tu te vois d'ici 2-3 ans? D'ici 2-3 ans, je me vois en réalité pas très loin de là où je suis maintenant. D'accord. Toujours avec mon associé, si possible en ayant évidemment évolué dans le développement du cabinet, ça veut dire dans le portefeuille client, mais aussi dans la façon de déléguer avec éventuellement un collaborateur ou autre pour nous aider. Mais en traitant toujours la même matière, le même type de dossier, si possible, avec toujours une clientèle aussi de commerçants, copropriétés, tout ça. J'aime bien finir nos interviews par 2 petites questions. La première,
Tu m'as dit que tu avais 3 anecdotes. Est-ce que tu peux faire le cadeau d'une deuxième anecdote? Le cadeau d'une deuxième anecdote, c'était plutôt sur la question d'une affaire un peu folle, D'accord. qui est en fait, je dirais plutôt stupéfiante, plutôt que Ah oui. folle. C'est À méchant. savoir... Plein roman policier, là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est du droit immobilier quand même. Mais à savoir un client qu'on a eu au cabinet qui vient nous voir parce qu'il a été assigné parce qu'il ne paie plus ses loyers de son habitation, donc habitation principale, et aussi en expulsion, donc par D'accord. son bailleur. D'accord. Et en réalité, on se rend compte qu'en fait, la personne n'habite plus là depuis belle lurette. Ouais. Voilà. Et qu'en fait, elle n'a pas payé ses loyers tout simplement parce que le logement, si tu veux, était totalement indécent. En fait, il s'agissait d'un logement, quand il pleuvait dehors, il pleuvait autant à l'intérieur, Super. tu vois. Mhm. Et j'en passe les nuisibles, c'est-à-dire cafards, etc. Ça donne envie d'y aller. Voilà, C'est les fenêtre Canaries. Non, c'est pas les Canaries, là. Pas du tout, c'est le 18e arrondissement et c'est un marchand de biens de type plutôt... Alors, c'est pas l'appartement que je vais vendre cet après-midi qui est dans le 18e. Hein. Non, alors évidemment pas. Enfin, j'espère pas pour toi. Mais tu vois, un bailleur, on va dire, peu scrupuleux. D'accord. Et donc, qu'il a signé pour ça. Donc, on se retrouve avec un confrère en face qui, évidemment, n'est pas du tout au courant de l'état de l'appartement, du fait qu'évidemment, il n'y habite plus depuis belle lurette, donc l'expulsion est totalement hors sujet. Ouais. Et surtout du fait qu'on va lui faire des demandes reconventionnelles, à savoir remboursement des loyers qui ont été versés et dommages et intérêts évidemment de la personne qui en plus de cela s'avère être un médecin réanimateur qui a dû vivre là-dedans pendant la période de confinement. Oh là là. Alors même que lui il était tu vois toute la journée en train d'essayer de faire son travail dans des conditions pas terribles. Et quand il rentrait le soir pour se reposer, il se retrouvait dans cette situation catastrophique taudis, avec incapacité de déménager puisque c'était le confinement et donc il était... Les toilettes quand même sur le palier ou dans Non, c'était quand même dans l'appartement, mais en fait il y a eu une problématique d'incendie qui a créé justement ces fuites avec des pluies internes. Voilà. Donc quand tu montres les pièces devant le juge, c'est toujours intéressant pour le confrère qui demande. Ça a permis de changer les choses ou ça a été compliqué quand même? On a transigé, mais notre client s'en est bien sorti. Correctement. Bon. Dernière question. Ton mindset du moment. Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Je me sens très contente de mes choix. Je me sens à ma place. Important. En tout cas, merci beaucoup Marianne pour le moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi, merci de m'avoir invité. On a pu te découvrir un peu. Le tutoiement pour un avocat immobilier, c'est pas tous les jours. C'est ça. La jeunesse qui prend le relais de cette nouvelle façon de travailler en immobilier aussi. C'est intéressant de voir comment les nouvelles générations arrivent sur le marché. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Que ça soit en audio ou en vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Imo Story. À bientôt. Bye bye.